Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Immo, une émission spéciale depuis le forum Bois Construction édition 2026, ici au Grand Palais au cœur de Paris, une émission spéciale archi. On s'intéresse dans un instant aux matériaux biosourcés, on va le voir, une source de bien-être non seulement pour les habitants mais aussi pour ceux qui construisent. On verra comment construire des bâtiments plus low-tech, plus frugaux également. Et puis on s'intéresse au totem du forum. Ce sont ces magnifiques constructions en bois qui émaillent ce salon. On s'intéressera également au mur du climat, un mur d'escalade en bois qu'on peut utiliser à l'entrée du Grand Palais. Enfin, direction Saint-Malo pour découvrir un projet de gare maritime entièrement en bois qui sera livré en 2027. Smart Immo, c'est parti. Depuis le forum Bois Construction édition 2026, ici au Grand Palais, un Smart Immo spécial architecture. Et les archis sont nos invités. On démarre avec Samuel Delmas. Bonjour Samuel. Bonjour. Vous êtes fondateur de A+ Samuel Delmas Architecte, donc groupe éponyme. Et avec vous, on va voir justement comment les matériaux biosourcés, en particulier bien évidemment le bois, peut être une source de bien-être dans les bâtiments que vous concevez. À travers trois exemples, on part du côté de Lyon, avec une piscine du côté du quartier Kennedy, dans le 8e. C'est ça, exactement. Donc effectivement, on a en chantier en ce moment même une opération de complexe sportif avec une superposition de charpente de bois assez impressionnante puisqu'on superpose une piscine, un gymnase, un dojo et tout ça associé à un mur d'escalade sur 14 mètres qui vient prendre place dans le 8e arrondissement à Lyon pour la ville de Lyon. Ouais. Avec une ambition environnementale très poussée, très développée de par la nature même politique de la commande. Oui, c'est vrai que souvent on a l'habitude de gymnases ou d'équipements qui se construisent sur un autre bâtiment. Là, c'est une création. Là, c'est une création en neuf avec une piscine qui s'encasse dans le sol et l'équipement sportif qui s'empile les uns sur les autres avec la particularité, comme vous le disiez, de réussir à montrer le bois, vraiment de le rendre présent à l'intérieur du bâtiment pour améliorer les sensations, le ressenti et le bien-être vécu à l'intérieur même de la structure. Une question peut-être un peu naïve, mais c'est vrai quand on se dit tiens, une piscine avec du bois, ça n'a pas forcément dans la durée peut-être bien cohabité. Qu'est-ce que vous répondez? En fait, non, ça fonctionne très bien. Il y a des bois adaptés pour ça, il y a des traitements de bois adaptés aussi. Et donc, le milieu humide pour le bois, ça fonctionne aussi très bien. Et donc, là, on empile ces fonctions et on fait travailler le bois dans différentes façons, aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, pour cette charpente impressionnante. D'accord, donc c'est pour l'intérieur. L'extérieur aussi est remarquable. Comment vous avez travaillé? Et l'extérieur de ce bâtiment-là, effectivement aussi en bardage bois, pour le coup, ce qui est assez rare en milieu urbain. Ici, on a pris ce parti-là en développant une façade bardée en peuplier, oui, thermochauffé, donc THT, qui a la particularité, finalement, quand on chauffe le bois, d'en faire sortir l'eau. Et à ce moment-là, il devient beaucoup plus résistant et beaucoup plus pérenne. Et la teinte qu'il a à l'origine va pouvoir rester aussi beaucoup plus longtemps dans le temps. On a un bâtiment d'une teinte marron un peu foncée, lié au chauffage, au thermochauffage du bois, qui génère cette teinte vraiment couleur bois. Très bien. On va à quelques kilomètres de là, Villeurbanne, pour un autre projet. Expliquez-nous sur quoi vous avez travaillé ou sur quoi vous travaillez en ce moment. Alors effectivement, on réalise un groupe scolaire pour la ville de Villeurbanne, qui est un groupe scolaire relativement complexe dans la mesure où on intervient sur un bâtiment existant en restructuration, extension, construction neuve, surélévation, on a un peu tous les gabarits et réhabilitation de bâtiments aussi. Tout ça en biosourcé, donc ça passe par des isolations extérieures en laine de bois quand on est sur de l'existant, ça passe par des charpents de bois pour les bâtiments neufs avec des planchers mixtes, bois-béton collaborants. Donc là aussi des sujets qui sont vraiment à l'ordre du jour aujourd'hui. Et puis une enveloppe du bâtiment qui est singulière puisqu'on est en charpente de bois, remplissage béton de chanvre, c'est-à-dire que c'est un mélange chaud-chanvre qui fait un complexe global de façade et qui est un complexe massif en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas de doublage rapporté avec un bout de placo et de l'isolant à l'intérieur. C'est uniquement de la masse qui est composée de chanvre et de chaux mélangés et qui ensuite est fini dedans et dehors par des enduits soit à la chaux, soit au plâtre. Parce qu'il y a des qualités particulières sur ce béton de chanvre, il est plus Exactement. Exactement, cette matière-là, chaux-chanvre, permet d'avoir une façade perspirante, c'est-à-dire qu'elle capte l'humidité et elle la recrache au bon moment, permettant d'avoir des sensations à l'intérieur même du bâtiment qui font un ressenti de l'ordre de moins 2 degrés en période estivale, ce qui permet, sans aucun système technique et mécanique, c'est purement la matière première
qui respire et qui permet ce confort intérieur et ce bien-être avec des ambiances du coup qui ne sont pas des placos et des peintures, Ouais. mais plutôt des vraies matières qui sont des enduits et de la chaux. Et d'abaisser les températures lors des canicules qui vont être, on imagine, de plus en plus fréquentes. On termine, Samuel Delmas, avec le groupe scolaire à Châtenay-Malabry. Oui. Là aussi, comment vous avez travaillé? Alors, le groupe Châtenay-Malabry, le groupe scolaire a la singularité d'avoir été lauréat du prix Construction Bois à Île-de-France l'année dernière, qui est un gros groupe scolaire avec plus d'une vingtaine de classes à l'intérieur et un gymnase. Tout ça en charpente bois pour tout ce qui concerne l'intérieur du bâtiment et les planchers, avec un accompagnement d'innovation, puisqu'on est passé en partenariat avec l'ADEME, on est passé plusieurs fois au CSTB pour développer à la fois des constructions de cloisons intérieures, structure bois, remplissage, chanvre, terre, donc terre-chanvre mélangée pour faire des cloisons épaisses à l'intérieur du bâtiment et trouver un peu d'inertie et avoir la présence de la terre visible en enduit intérieur, et le bois qui est présent sur l'ensemble des charpentes avec des planchers lestés dits un peu traditionnels, mais qui ont fait l'objet de PV et de vérification en laboratoire pour avoir des performances acoustiques et feu, avec l'utilisation là aussi de matériaux de réemploi dans la performance massive de ces planchers. Oui, alors performance, on en parle, mais également le bien-être au sein de ces bâtiments. C'est vrai qu'il y a un ressenti qui est complètement différent de, on va dire, la construction traditionnelle en béton. Et c'est vrai que ces matériaux biosourcés et géosourcés, qui sont la terre et le bois, qui se marient très bien à l'intérieur de ces bâtiments, participent à un ressenti, à un confort. Il y a même des études de l'OMS qui attestent de ça, qui démontrent qu'on a un ressenti de l'ordre de 20% de confort, de bien-être, de non-stress et aussi de performance au travail ou à l'apprentissage dans des enveloppes et dans des lieux où on voit des matériaux naturels, où on voit des matériaux naturels à l'intérieur même du bâtiment. Voilà, donc des fois un petit surcoût, mais qu'on rattrape bien évidemment dans la durée, dans la captation de carbone, et puis dans le bien-être. C'est vrai que c'est difficile à mesurer, mais ça fait la différence. C'est ça, exactement. Et après, c'est des bâtiments, quand les gens sont rentrés à l'intérieur, qui ont des retours d'expérience et de vécu qui sont tout autres. Et même pour les chantiers, où on a des chantiers qui se passent mieux, plus confortables, plus agréables, et où ça sent bon le bois à l'intérieur. Voilà donc les matériaux biosourcés, source de bien-être dans les bâtiments, pour la construction, mais aussi à l'usage bien évidemment. Merci Samuel Delmas. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes fondateur de A+, Samuel Delmas, architecte. À très bientôt sur Smartimo. Depuis le Grand Palais à Paris pour ce forum Bois Construction édition 2026, un spécial archi qui continue avec notre invité, c'est Pascal Gontier. Bonjour Pascal. Bonjour. Vous êtes architecte, patron de l'atelier Pascal Gontier, éponyme. Et avec vous, on va voir comment on peut bâtir plus low-tech, plus frugal. C'est votre mission depuis près de 25 ans, même un peu plus. Vous êtes notamment à l'origine de résidences de logements sociaux, on va le voir, mais surtout de 6 bâtiments que vous avez construits dans le 93, Saint-Ouen et Saint-Denis. Je veux parler des Jeux Olympiques, bien sûr, qui sont désormais utilisés, après avoir été utilisés par les athlètes durant les JO. Oui, ces logements sont maintenant occupés pour la plupart d'entre eux, puisque nous avons fait la livraison donc, des bâtiments dans la phase héritage. Donc c'est la phase où ces logements qui ont accueilli les athlètes accueillent des familles maintenant. Voilà, donc ce sont des bâtiments, j'en ai une partie à Saint-Ouen, j'ai réalisé 2 bâtiments à Saint-Ouen, et puis 4 à Saint-Denis, dans un îlot beaucoup plus vaste où il y a 12 bâtiments. Et ce sont des bâtiments qui sont pour certains en bois. Ce sont les bâtiments qui ont 6 étages ou moins de 6 étages. Et ceux qui sont au-dessus de 6 étages sont en structure mixte bois et béton, avec dans tous les cas les façades qui sont en bois. Alors quand je dis les façades en bois, elles ne sont pas forcément recouvertes de bardage bois. J'ai un bâtiment sur les 6 qui a du bardage en bois. Ça se voit pas forcément en fait. Non, pas forcément. Non, on peut le faire ou on peut mettre d'autres matériaux justement. Donc moi j'ai fait le choix de prendre un matériau pour un des bâtiments, c'est du bois avec une peinture suédoise qui s'appelle le rouge de Falin. Donc c'est une espèce de rouge un peu terre. Et mes autres bâtiments sont tous recouverts de bardeaux de terre cuite ou de tuiles en terre cuite. Voilà. D'accord. Alors évidemment, on peut déjà les voir. Et puis vous travaillez également sur une école d'enseignement supérieur. Là, on part du côté de Bordeaux. Oui, alors à Bordeaux, je viens de livrer, mon agence vient de livrer le campus Ionis, donc qui est à côté de la place Ravzi à Bordeaux, et qui est un bâtiment d'enseignement supérieur entièrement reconvertible,
donc réversible en bâtiment de bureau si on le souhaite. Donc il est capable d'accueillir ces deux fonctions, ce qui est un peu un challenge parce que ce n'est pas les mêmes réglementations pour les deux types de bâtiments. Et aujourd'hui, c'est intégralement un bâtiment d'enseignement qui accueille notamment l'ISG. Donc c'est le campus de Nice, et donc il a différentes écoles d'enseignement supérieur. Ça veut dire que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, on pourra en faire pourquoi pas des logements? On pourrait en faire des logements, mais principalement, je pense qu'il est surtout très bien adapté pour faire des bureaux ou des bureaux principalement. Des bureaux, d'accord. Après, il y a des espaces extérieurs, il y a des terrasses, donc on pourrait imaginer des logements, mais c'est un bâtiment peut-être un petit peu épais. Pour du logement, il ne faut pas passer les 12-13 mètres d'épaisseur. Là, on est plutôt sur 16 mètres. Donc, pour du logement, je dirais qu'il n'est pas idéal. Mais par contre, pour le tertiaire... Pour des bureaux, c'est assez facile. Et surtout que c'est plutôt bien placé. Ça fonctionne très bien. Voilà. Pascal, une question justement sur cet aspect bâtiment low-tech et frugaux. Low-tech, ça veut dire quoi quand on parle d'un bâtiment? Low-tech, technologie. Alors, le low-tech, c'est un peu l'idée de pouvoir réaliser des bâtiments sans y mettre trop de technologie, et notamment de technologie embarquée, énergivore, et aussi lourde en carbone, parce que c'est toujours lourd en carbone dès qu'on commence à mettre des machines et des choses comme ça dans les bâtiments. Et donc il y a pas mal de sujets dans le low-tech, et il y a un sujet sur lequel nous on est très investis depuis longtemps, c'est la question de la ventilation des bâtiments. Oui. La ventilation mécanique des bâtiments est arrivée assez tardivement dans l'histoire de la construction, mais elle est arrivée à un tel point qu'elle a tout envahi. Alors elle a permis d'une certaine façon peut-être de libérer les formes des bâtiments, parce que si on arrive à injecter de l'air et de la lumière dans les bâtiments, il n'y a plus de contraintes physiques réelles du bâtiment. Et l'inconvénient, c'est que ça crée des espaces beaucoup plus pauvres et aussi très 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 dépendants des machines. Bien sûr. Donc quand on a des locaux aveugles, s'il n'y a pas de lumière artificielle, on ne voit rien. Et si on a des systèmes mécaniques pour ventiler les bâtiments, si ça tombe en panne, c'est un problème aussi. Donc aujourd'hui, nous travaillons beaucoup notamment sur ces deux aspects, mais très particulièrement sur un aspect qui est assez sensible, qui est celui de la ventilation. Et donc on travaille sur des bâtiments qui sont ventilés naturellement et qui sont néanmoins très performants en énergie. Et oui, et vous êtes un expert puisque vous-même vous habitez dans une maison, oui. C'est ça qui est énergie positive. Oui, on peut y arriver sur des bâtiments plus grands? Tout à fait, oui, j'ai d'abord expérimenté sur ma propre maison, donc, qui date pas d'hier, puisqu'elle a 16 ans d'âge. Donc c'est la maison Gaïta à Issy-les-Moulineaux, et qui est une maison intégralement en bois, hors site, avec des matériaux biosourcés. Et c'est une maison qui est intégralement ventilée naturellement, avec un système, donc une ventilation que j'ai appelée Gaïta, et qui permet de récupérer une partie des calories, donc de la chaleur qui sort du bâtiment, oui. Et de la restituer pour l'air qui rentre dans le bâtiment, et tout ça sans qu'il y ait d'énergie pour la ventilation. Il y a juste une boucle d'eau avec une petite pompe juste pour faire circuler l'eau. Mais si la pompe tombe en panne, on ne récupère pas les calories, mais la ventilation continue à fonctionner parfaitement. Et donc ça, c'est réplicable même sur les plus gros bâtiments aujourd'hui? Il faut dans la conception y réfléchir d'ores et déjà? Oui, ça prendra d'autres formes pour des bâtiments plus gros. Pour des bâtiments scolaires, je pense qu'on peut le réaliser relativement aisément. Je ne dirais pas que c'est très facile, mais on peut le faire. Et pour des logements collectifs, là pour l'instant, nous travaillons sur ce sujet. On termine, Pascal Gontier, avec un livre que vous avez écrit. Citez-le nous. Alors oui, il s'appelle Home, Habitat ouvert et sur mesure. Et il présente un concept qui est le concept d'un bâtiment intégralement sur mesure, un bâtiment de logement collectif dans lequel ce sont les habitants qui conçoivent de A à Z leur logement. Quand je dis de A à Z, ça veut dire qu'ils déterminent le volume du logement, l'organisation intérieure et même les façades et les balcons. Donc ça veut dire qu'ils deviennent co-créateurs du bâtiment et qu'in fine, ce bâtiment ressemble en fait, il devient quasiment le portrait de chacun des habitants finalement. Et donc au départ c'est un livre, une expérience, et nous avons réalisé un bâtiment en bois récemment à côté de Bordeaux, à Florac, qui a été réalisé selon son concept, donc concept qui s'appelle Bespoke Open Building, bâtiment ouvert et sur mesure. Ah ben voilà, demain peut-être on co-créera sa maison comme on veut, en tout cas une énergie peut-être positive, en tout cas des matériaux, des bâtiments low-tech et de plus en plus frugaux. C'est ce qui nous attend et ce qu'on devrait faire. Merci Pascal Gontier pour cette explication. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'atelier Pascal Gontier. À très bientôt sur Smart Imo. Merci beaucoup.
Le Forum Bois Construction édition 2026 depuis le Grand Palais. On va justement s'intéresser au totem du forum, ces constructions en bois magnifiques qu'on voit un petit peu partout autour de nous. Pour en parler, on est en compagnie de Sabrina Pedrono. Bonjour Sabrina. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de France Douglas, bienvenue à vous. Merci. Et vous êtes venue en compagnie de James Vitrac. Bonjour James. Bonjour. Vous êtes responsable commercial régional de Dacé Construction. Alors vous n'êtes pas habillé tout le temps comme ça, j'imagine, au bureau. Mais là, on va parler dans un instant. Vous animez le mur du climat qui est juste devant, effectivement, l'entrée du Grand Palais. Sabrina, on commence avec vous. France Douglas, qu'est-ce que c'est en quelques mots ? Alors France Douglas, ça a été créé il y a un peu plus de 30 ans. C'est une association interprofessionnelle dont l'objectif est de promouvoir l'usage du Douglas, donc une essence résineuse bien présente en France, principalement dans le secteur de la construction. Donc on s'occupe de qualifier aussi bien le matériel forestier que le matériau de construction. Oui, ce qu'on peut voir là, on parlait des totems, vous allez nous décrire. Ils sont dans l'appellation France Douglas. Ils sont en Douglas. En Douglas. C'est une essence de bois. Oui, en fait, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant que France Douglas accompagne le Forum Bois Construction avec des totems, donc des émergences un peu symboliques, représentatives du savoir-faire de la filière. Et c'est vrai que chaque année, on voit davantage le Douglas pendant le forum et c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Et cette année, on a 3 totems effectivement qui sont complètement en Douglas. Alors, est-ce que vous pouvez nous les décrire là, pour les auditeurs et les spectateurs ? Oui, alors derrière vous, il y a des bouquets de Douglas qui ont été créés par l'architecte Pierre Chaumette. Ces bouquets de Douglas avaient déjà été présentés au Forum Bois Construction à Dijon en 2018. Ce sont en fait des barres droites de Douglas, toutes de même section assez simple et qui convergent vers le haut pour montrer un petit peu l'émergence du Douglas. Oui. Et cette année, elles ont été parées de fleurs, donc des créations lumineuses. Je dis lumineuses parce que ce sont des luminaires. Oui. De Bloom Boom. Voilà. Et donc elles ont décoré la partie restauration du forum. D'accord. Autre totem qu'on peut voir. Autre totem, eh bien le mur du climat, mais je pense que je vais laisser Alors, James le mur du en climat, parler. James, Il est complètement habillé pour... Justement, on vous passe la parole. James, c'est vrai que ce mur du climat, je le disais, juste devant, il fait combien de mètres de hauteur ? Alors c'est un mur qu'on a dressé à 12 mètres pour justement prendre plaisir à grimper dessus. Oui. Il faut qu'on puisse s'élancer un peu vers la cime, qu'on décolle, qu'on ait une vue et qu'on ait le temps de s'amuser. On grimpe avec des crampons à des piolets. C'est vraiment face au... Comme si on était sur la glace. Exactement. On a en fait la glace qui est en train de fondre avec le réchauffement climatique. La glace qui est difficile d'accès parce que c'est uniquement l'hiver. Et pour pouvoir s'entraîner en 4 saisons toute l'année, pour que les athlètes puissent s'entraîner, on a eu l'idée de détourner un matériau qui est merveilleux, qui est le CLT, le Cross Laminated Timber, qui est du lamellé collé croisé. Et c'est du lamellé collé croisé qui a été réalisé avec du Douglas. What else ? Il a des qualités particulières parce qu'on se dit, à force de mettre des coups dedans, peut-être que le bois va sauter, il va s'ébrécher, ça va se casser. Alors, ce qui est magnifique, c'est qu'on est sur un matériau qui est très massif. C'est avec ça qu'on construit des immeubles bois grande hauteur. C'est vraiment l'alternative au béton, sauf que c'est du bois. Donc, d'abord, ce que disait Sabrina, c'est que d'un côté, on a la glace qui fond, mais de l'autre côté, on a des arbres qui poussent. Et on a cette chance, en fait, cette matière comme ça qui naturellement pousse et qui est magnifique. On a le même planté très proche, le même planté qu'on retrouve sur la glace, on le retrouve sur le bois. Et quand on sort le piolet, en fait, on arrache un petit peu de fibre, mais ce n'est pas un sujet parce qu'on peut recharger, au bout de quelques années, on peut recharger la bois avec justement un peu de CLT en Douglas. Sabrina, une question justement sur les forêts, on en parle beaucoup, c'est le sujet du moment dans cette filière bois. Quel est l'état de nos forêts en France ? Est-ce qu'on va toujours trouver le matériau nécessaire ou est-ce qu'il faut aller le chercher dans d'autres pays ? Alors non, on a une très belle forêt en France qui ne fait que s'accroître en surface d'ailleurs et qui est gérée par des forestiers très compétents. Donc ça, je pense qu'il ne faut surtout pas l'oublier. Et en ce qui concerne le Douglas, le Douglas, c'est un peu plus de 400 000 hectares qui sont présents en France. Ça paraît peu, c'est moins de 3% de la surface forestière française. Oui. Voilà, mais c'est déjà plus de 15% de la production de sciage. Donc en fait, c'est vraiment une ressource qui est présente pour alimenter le marché de la construction, pour alimenter le marché du sciage. Donc voilà, c'est une ressource assez exceptionnelle. Et le Douglas, il est en pleine émergence encore une fois. Donc on n'est qu'au début
de ce qu'il va être sur le marché d'ici quelques années. Ouais, ça se développe de plus en plus. Ça Alors, se développe. James, vous n'êtes pas seulement voilà, responsable du mur du climat, vous ne faites pas ça toute l'année, ça pourrait être un nouveau job, pourquoi pas, mais vous êtes également responsable commercial chez Dacé Construction. Le Douglas, c'est un matériau que vous utilisez au quotidien? Alors, pour l'instant, pas assez. On l'utilise essentiellement en bardage et c'est vrai qu'il y a eu des gros efforts qui ont été faits par les scieurs pour justement proposer des bois qui sont résistants à l'extérieur, hein, qui sont classe 3. Donc chez Dacé, on l'utilise à l'extérieur et puis petit à petit, on a comme projet effectivement de l'utiliser carrément dans la structure, c'est-à-dire les poteaux qui aujourd'hui, on utilise essentiellement du pin maritime et de l'épicéa, mais le Douglas est une essence merveilleuse. Oui. Et voilà, ce seront les prochains bâtiments qui seront visés comme ça, utilisés avec des poteaux en Douglas. Très bien. Sabrina, on termine justement avec ces totems du forum. Ça se travaille longtemps à l'avance, vous préparez déjà des éditions 2027-2028? En fait, c'est au gré des opportunités. Voilà, on réfléchit à ce qui peut être présenté en fonction du thème, de la thématique du forum, Oui. des propositions d'architectes adhérents chez nous ou de produits à présenter. Voilà. On a oublié de parler du quadrilogue, qui est le 3e totem, qui est tout en charpente Douglas aussi. Et ça, c'était l'occasion de faire travailler ensemble toute la filière autour d'un sujet qui était l'innovation. Voilà, ça se présente un peu comme ça et nous on saisit l'opportunité à chaque fois parce qu'il faut savoir que le Douglas aujourd'hui c'est une solution pour lutter contre le réchauffement climatique et pas seulement en grimpant des murs. On découvre ces structures et carrément ces œuvres d'art hein, pour certains. Merci en tout cas pour cette présentation des totems du forum. Sabrina Pedrono, je rappelle que vous êtes déléguée générale de France Douglas. Merci. Et merci à James Vitrac, le responsable commercial régional de Dacé Construction. Je vous dis à très bientôt sur Smart Imo. Venez tous grimper. Le forum Bois Construction édition 2026, Martimo spécial Archi. On est en compagnie de David Pagrimaud. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes associé de AREP Architecte et avec vous justement on va se poser la question de l'usage du bois dans la gare maritime. Et tout d'abord un petit mot justement de AREP Architecte. Alors AREP Architecte, c'est une société d'architecture qui fait partie du groupe AREP, qui est une agence pluridisciplinaire et qui est filiale de la filiale de SNCF Gare et Connexion, spécialiste des mobilités. Donc on est à peu près 1000 spécialistes au sein d'AREP, qui, avec des expertises très variées qui permettent de suivre le client de la programmation à la réalisation opérationnelle de nos projets. Et donc au sein d'AREP, on a une volonté très forte de développer le volet environnemental. Et donc pour cela, on a développé des outils de mesure. Donc un outil en particulier, Un on va en outil en parler. particulier. Alors ça s'appelle EMC2B, c'est un acronyme, ça correspond à quoi? Alors EMC2B, ça correspond à énergie, matière, climat, carbone et biodiversité. Donc c'est un outil qu'on a développé en interne pour piloter et mesurer en fait nos projets et vérifier qu'on est bien sur des positions et des stratégies vertueuses d'un point de vue environnemental. Oui, c'est un outil qui vous sert pratiquement ensuite pour les projets? Pour tous les projets, c'est-à-dire que c'est vraiment une base, c'est une donnée de base pour l'ensemble des équipes qui doivent être en maîtrise de ces outils-là et qu'on développe et qu'on associe à chacun de développement de nos projets. Alors il y a des projets évidemment dans le ferroviaire, il y a vos bureaux qui vont être livrés en 2026 et puis on va s'intéresser aujourd'hui à la gare maritime de Saint-Malo. Alors expliquez-nous les enjeux et la genèse du projet. Alors c'est un concours qu'on a gagné en 2020. Donc c'était une demande, enfin c'est un concours lancé par la région Bretagne. Donc par rapport à l'accroissement en fait des flux de la gare existante, on nous a demandé de réfléchir et à travailler à une nouvelle gare en fait maritime. Et donc pour nous c'était une véritable occasion et opportunité de développer un nouveau dialogue urbain, sachant qu'elle est placée de façon extraordinaire, c'est-à-dire qu'on est vraiment au sud de la ville fortifiée de Saint-Malo. Donc au niveau de l'écluse, pour ceux qui connaissent Saint-Malo, au niveau de l'écluse qui mène au bassin Vauban. Et donc l'idée de ce projet, c'était vraiment de se dire comment on va se nourrir des strates historiques du site et comment on va réaménager un espace public qualitatif en dialogue avec le quartier de Saint-Servant et de Saint-Servant et la ville fortifiée de Saint-Malo. Oui. Donc pour ça, on a créé un grand parvis devant la gare. Et donc la gare, elle, vient justement se poser tout autour de cet espace public et dont finalement le centre de gravité et le fort du Nez, qui est un fort qui a été démonté, sur lequel on vient s'appuyer et on vient développer 3 grandes séquences en fait, du bâtiment de la gare.
Donc ces séquences, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois une façon de s'insérer de façon intelligente et vertueuse dans le site, mais aussi d'accompagner en fait les voyageurs dans leur processus d'embarquement vers les bateaux. Oui, parce que les flux sont très importants. Les flux ne sont pas extraordinaires, mais il y a quand même 4 allers-retours, départ-arrivée par jour, ce qui fait quand même un certain nombre de voitures, un certain nombre de passagers. Et donc là, ça permet vraiment d'avoir tout un processus comme un aéroport sur 2 étages. Et donc d'avoir une mise en scène en fait de l'embarquement. Les arrivées, les départs. Voilà, exactement. Donc les arrivées se font au rez-de-chaussée, les départs et l'embarquement se fait à partir de l'étage. Ouais, comme un aéroport, effectivement. Voilà. Un mot, David, des matériaux utilisés, puisqu'on Voilà. est au forum quand même bois construction. Donc vous avez mis en avant justement le bois dans cette construction. Alors il y a 2 matériaux majeurs qui ont été utilisés sur le projet. Donc par rapport en fait aux ambitions environnementales, mais aussi par rapport aux ambitions urbaines, assez vite on s'est dirigé vers du granit, de venir poser un bâtiment sur un soubassement en granit en écho avec les fortifications, et puis le développement d'un bâtiment tout en bois, extrêmement léger, qui vient se poser sur ce socle en granit. Et donc l'enjeu, c'était assez compliqué en fait, était de voir comment on pouvait installer du bois sur un milieu aussi contraint marin, autour de ce bâtiment, et puis de voir comment par rapport à la structure et par rapport à la limite de hauteur maximum qui nous était imposée, on arrivait à contenir 2 étages dans ce bâtiment qui est une grande ligne au niveau du paysage. Et donc pour ça, on a travaillé sur une trame très simple de 3 mètres. Oui. Et puis on a travaillé sur des matériaux des bois assez différents pour optimiser en fait en fonction de leur localisation sur le bâtiment. C'est un projet qui va être livré, qui est déjà livré. Il est en chantier. Donc on parlait de strates historiques tout à l'heure, on en est vraiment le cas. Il y a beaucoup de vestiges de la Seconde Guerre mondiale. Donc on a quelques surprises, quelques obus qui apparaissent de temps en temps. Mais le chantier est très bien engagé. Et là on a déjà une partie, donc il y a 3 séquences. Donc la première séquence est déjà coulée en termes de fondation, et là on attaque en fait la deuxième et la troisième séquence et on est censé livrer le bâtiment donc en juin 2027. C'est étonnant ce choix de l'usage du bois dans une gare maritime. Ça peut poser certains sujets, même intuitivement on se dit tiens le bois, l'eau, c'est pas forcément compatible. En effet, ça interroge beaucoup. Alors après, il y a le bois quand même, enfin, j'en reviens, le bois à Saint-Malo, c'est aussi par rapport à la culture des brise-lames et des choses, c'est quand même des choses qui ont 200 ans, qui sont sur la plage du Sillon. Donc c'est quand même une présence aussi assez forte dans l'identité de la ville. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur des Douglas en fait en façade, des épines en Douglas et du contreplaqué 3 plis en Douglas aussi, avec un traitement spécifique qui leur permet justement de figer à la fois la teinte et de les protéger des embruns et du sel qui pourrait les abîmer. Et ensuite, à l'intérieur du bâtiment, donc on a un système un peu différent avec de l'épicéa, en fait, qui nous permet de nous astreindre en fait, des contraintes de structure et de portée, et qui permet d'avoir un espace le plus flexible possible, le plus lumineux possible, et qu'on peut ventiler naturellement. Très bien, donc c'est finalement un bâtiment qui va respirer, qui sera agréable, confortable aussi, chaleureux, parce que le bois c'est chaleureux. Il y a déjà eu des retours d'expérience, peut-être de projets similaires. Alors en gare maritime, je n'ai pas à ma connaissance, mais bien sûr que des gares en bois, il y en a un certain nombre déjà qui existent. Après, je pense que ce qui est intéressant aussi par rapport à la démarche qu'on a pu avoir sur ce projet, c'est tout le volet réemploi. Donc alors, bien sûr pas sur le bois, mais il y a un énorme volet réemploi, entre autres par rapport aux sédiments qui ont été dragués dans le bassin, qu'on réutilise. Le granit, qui est quand même un volet extrêmement important du projet, qu'on réutilise et on va se fournir justement à proximité de la gare. Donc c'est tout un dialogue en fait sur le réemploi, on parlait de MC2B tout à l'heure, vraiment sur la biodiversité, le réemploi et le bois. Et ben voilà un exemple donc de l'usage du bois et du granit, ça sera à la gare maritime de Saint-Malo. Merci David Pagrimo, je rappelle que vous êtes associé de AREP Architectes et à très bientôt dans Smartimo. À bientôt.